Cet audio porte sur le premier texte que nous étudions, tiré du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Je commence par lire le texte. N'est-ce pas honteux de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir, mais ramper, non pas être gouvernés, mais tyrannisés, n'ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux, souffrir les rapines, les brigandages, les cruautés, non d'une armée, non d'une horde de barbares contre lesquels chacun devrait défendre sa vie au prix de tout son sang, mais d'un seul, non d'un Hercule ou d'un Samson, mais d'un vrai myrmidon souvent le plus lâche, le plus vil et le plus efféminé de la nation, qui n'a jamais flairé la poudre des batailles, mais à peine foulé le sable des tournois, qui est inhabile, non seulement à commander aux hommes, mais aussi à satisfaire la moindre femmelette. Nommerons-nous cela lâcheté? Appellerons-nous vil et couard les hommes soumis à un tel joug? Si deux, si trois, si quatre, 7 à un seul. C'est étrange, mais toutefois possible. Peut-être avec raison pourrait-on dire « c'est faute de cœur ». Mais si 100, si 1000 se laissent opprimer par un seul, dira-t-on encore que c'est de la couardise, qu'il n'ose s'en prendre à lui? Ou plutôt que, par mépris et dédain, ils ne veulent lui résister? Enfin, si l'on voit, non pas 100, non pas 1000, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes ne pas assaillir, ne pas écraser celui qui, sans ménagement aucun, les traite tous comme autant de serfs et d'esclaves, comment qualifierons-nous cela? Est-ce lâcheté? Mais pour tous les vices, il est des bornes qu'ils ne peuvent dépasser. 2 hommes, et même 10, peuvent bien en craindre un, mais que 1000, 1 million, 1000 villes ne se défendent pas contre un seul homme. Oh! Ce n'est pas seulement couardise, elle ne va pas jusque-là. De même que la vaillance n'exige pas qu'un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée et conquiert un royaume. Oh, quel monstrueux vice est donc celui-là que le mot de couardise ne peut rendre, pour lequel toute expression manque, que la nature désavoue et la langue refuse de nommer. Alors, on va faire la première partie de l'explication en essayant de répondre à la question suivante. Comment l'auteur fait-il de la liberté un thème central dans le passage suivant? Donc celui qui commence par « n'est-ce pas honteux ?» le début du texte jusqu'à « mais d'un seul ». Alors, dans cet extrait du discours de la servitude volontaire, la Boétie montre que la liberté est au cœur de l'existence humaine. Alors, qu'est-ce que ça signifie que la liberté est au cœur de l'existence humaine? Ça signifie que pour lui, la liberté est une qualité, une caractéristique presque naturelle de l'être humain. Et comme c'est une caractéristique naturelle chez l'être humain, il va souligner par contraste l'intolérable absence de celle-ci, l'intolérable absence de liberté. C'est-à-dire que être privé de liberté, c'est quelque chose d'intolérable. Et si c'est intolérable, lui, en tant que penseur, que très jeune penseur, parce qu'il avait même pas une vingtaine d'années quand il a écrit cette œuvre, lui, il a envie de dénoncer ce phénomène qui fait que les peuples sont privés de leur liberté. Alors, c'est vraiment le thème central de l'œuvre. La liberté, c'est quelque chose de naturel chez l'être humain, mais l'être humain, il se laisse voler sa liberté. Donc c'est un thème central et pour défendre son idée, il va utiliser de nombreux procédés oratoires, c'est-à-dire des techniques d'écriture qui vont permettre à ses idées d'être transmises de façon convaincante. Donc il va utiliser des images très fortes, il va beaucoup jouer avec la grammaire, avec le vocabulaire, avec le lexique, notamment pour faire des contrastes assez saisissants. Alors on peut noter que tout d'abord, notre auteur recourt à un procédé d'indignation oratoire. C'est-à-dire que lui, il est indigné.
Et la façon dont il écrit cette indignation, ça devient un procédé d'écriture et ça devient un procédé d'indignation oratoire. On le voit dès l'ouverture du texte, dès l'incipit, comme on peut dire aussi, avec la question rhétorique, n'est-ce pas honteux, etc. Donc je vous rappelle qu'une question rhétorique, une interrogation rhétorique, on dit aussi interrogation oratoire, c'est une question qui n'appelle pas de réponse, mais dont le but est de faire réfléchir son auditoire, son lecteur. Donc cette interrogation rhétorique, elle a ceci d'intéressant, qu'elle va engager le lecteur dans une position morale. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est l'adjectif honteux. Quand on dit que quelque chose est honteux, c'est qu'on porte un jugement moral dessus, une condamnation morale. Donc nous avons cette question rhétorique, qui a pour but de faire réfléchir le lecteur et puis qui a aussi pour but d'imposer une évidence et de l'amener à faire en sorte que son auditoire ou son lecteur partage son point de vue. Donc ici, dans ce texte, on peut dire que la Boétie place d'emblée, c'est-à-dire tout de suite, la liberté comme une valeur universelle et sacrée. Alors, quand on dit valeur universelle et sacrée, ce sont vraiment des termes à maîtriser. Une valeur, c'est quelque chose à quoi on tient. C'est pas forcément une chose, un objet, ça peut être quelque chose d'abstrait, bien sûr, comme quand on dit l'égalité est une valeur, la liberté est une valeur. Donc c'est quelque chose à quoi on tient, qu'on doit défendre, et il peut pas y avoir de compromis. Si cette valeur est universelle, ça veut dire qu'elle est vraie de tout temps, n'importe quelle époque et dans tous les pays, puisque je vous rappelle que pour la Boétie, la liberté est profondément humaine. Elle fait partie de l'être humain, de l'homme. L'homme au sens être humain, bien sûr, la femme aussi, heureusement. Et on peut dire aussi donc que cette valeur, elle est sacrée. Sacrée, ça veut dire qu'il faut la défendre, il faut la respecter. On peut pas tergiverser. La liberté, on peut pas accepter d'être privé de sa liberté de façon aussi arbitraire que des peuples puissent être privés de liberté à cause d'un tyran. Et donc, il dit que cette perte de liberté, c'est une honte collective. Enfin, son idée, c'est ça, n'est-ce pas honteux? C'est une honte collective. Quoi, vous, tous ces hommes, tous ces peuples, vous vous laissez priver de votre liberté, non pas parce que voilà, vous avez affaire à un surhomme, à un héros de l'Antiquité ou à une horde de guerriers, mais simplement un seul homme, quoi. Il dit, mais c'est pas possible une chose pareille. Donc, il interpelle son lecteur et il veut lui donner le sentiment que la servitude est un scandale. Et que ce scandale, on ne peut pas discuter, quoi. C'est juste scandaleux qu'on soit privé de notre liberté. Et donc, il veut, quel est l'effet qu'il veut produire chez son lecteur? Il veut que son lecteur soit indigné. Alors, ensuite, c'est-à-dire dans la suite du texte, la Boétie souligne l'ampleur du problème. C'est le problème de la liberté, il est énorme. Il est tellement énorme qu'il écrit des hyperboles, c'est-à-dire des figures de style qui vont exagérer. Mais également des accumulations. Donc voilà, une hyperbole, qu'est-ce que c'est? C'est une exagération qui a pour but de frapper l'esprit du lecteur. Et c'est ce qu'il fait quand il évoque un nombre infini d'hommes. Pourquoi c'est une hyperbole? Parce qu'un nombre infini d'hommes, ça n'existe pas. Ce qui n'existe pas, c'est infini à l'infini. Il n'y a pas des êtres humains à l'infini. Dans chaque pays, il y a un nombre d'habitants, point barre. Donc c'est une hyperbole parce qu'il dit un nombre infini. L'hyperbole, elle porte sur l'adjectif infini. Donc c'est un peu une image irréaliste. Pourquoi cette image irréaliste? Parce qu'elle va permettre de souligner le caractère, encore une fois, généralisé selon lui et universel de la perte de la liberté. En tout cas, c'est un problème universel. Alors de même que l'accumulation numérique, on a une accumulation numérique avec 100, 1000, millions. Alors, on a dit en classe accumulation, on va dire aussi gradation. Là, bien sûr que voilà, ça forme une gradation. Alors, quelle est la différence entre accumulation et gradation? C'est très facile. Accumulation, ça veut dire qu'on a plusieurs termes à la suite. Donc, c'est vraiment un procédé d'écriture. C'est quand on va énumérer quelque chose, comme là, 100, 1000, 1 million. Donc, on constate qu'il y a effectivement une accumulation. Mais on constate aussi qu'il y a une gradation, c'est-à-dire que 1 million, c'est beaucoup plus que 1000 et que 100. Donc, c'est du plus petit au plus grand, si on veut. On a donc une progression ascendante qui dramatise la situation.
hein, qui dramatise la situation, ça veut dire qu'il la rend terrible. Euh, alors dramatiser en vrai, hein, ça, c'est un verbe qui a plusieurs sens quand on l'utilise en littérature. Parce que dramatiser une situation, ça veut dire aussi un peu comme de la mettre en scène, parce que dramatiser, dramatique, drama, c'est un mot qui renvoie au théâtre. Donc c'est un peu comme s'il voulait nous mettre la situation devant les yeux. Il a envie qu'on les voit. Ces 100, 1000, 1 million d'hommes qui sont tyrannisés par un seul homme, qu'on appelle donc un tyran. Alors, plus les hommes sont nombreux, pour la Boétie, plus leur soumission volontaire paraît absurde. Donc on retrouve cette idée de n'est-ce pas honteux, hein. C'est quand même honteux qu'1 million d'hommes se laissent tyranniser par un seul. Non seulement c'est honteux, mais c'est absurde. C'est quelque chose de totalement incompréhensible. Parce que cette force que constitue ce million d'hommes, au lieu d'être une force, hein, eh bien cette multitude devient une faiblesse, puisqu'ils sont soumis à la volonté d'un seul homme. Et ça, c'est paradoxal. C'est paradoxal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est contradictoire. Alors, ce paradoxe, notre auteur, la Boétie, il fait un grand travail d'écriture sur son texte, et ce paradoxe, pour qu'il nous saute aux yeux, il va le mettre en évidence par l'anaphore négative non. C'est-à-dire, attendez que je retrouve le texte, non pas être gouverné, alors, oui, non seulement obéir, non pas être gouverné, mais... Hein, donc je répète, il dit non seulement obéir, mais ramper. Non pas être gouverné, mais tyranniser. Vous voyez, ma façon de lire, elle marque la syntaxe de la phrase. Non seulement, mais. C'est une syntaxe qui est très précise, parce que la Boétie est quelqu'un de très cultivé. Il faisait du latin. C'est une structure qu'on retrouve, une structure grammaticale qu'on retrouve beaucoup dans la langue latine, non solum sed etiam, qui signifie en latin non seulement mais encore. Hein. Donc il reprend, il est vraiment, il a été élevé vraiment avec la langue latine, comme son ami Montaigne, encore plus d'ailleurs Montaigne. Hein. On en reparlera à l'occasion. Mais voilà, la langue latine, il la maîtrise tellement bien qu'elle influence sa grammaire du français. Alors, donc on a ici cette anaphore qui permet vraiment bien de mettre en valeur le paradoxe. Donc le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont en opposition, qui se contredisent, et ce qui se contredit, c'est obéir, ramper, gouverner et tyranniser. Hein, c'est-à-dire obéir et ramper. Hein, c'est au lieu d'être gouvernés, ils sont tyrannisés. Ils se contentent pas d'obéir, mais ils rampent. Hein. Donc voilà, on a cette antithèse très forte. Hein. La grosse hypothèse là-dedans, c'est surtout gouverner, tyranniser. C'est normal qu'un peuple soit gouverné, ça ne l'est pas qu'il est tyrannisé. Alors, ensuite, où est-ce qu'on en est? Alors, ces contradictions et ces hypothèses, il faut pas s'étonner qu'il y ait des contradictions, pas hypothèses, pardon, antithèses. Donc ces contradictions et ces antithèses, on peut les comprendre. Pourquoi? Parce que on peut les comprendre à partir de quoi, pardon? On peut les comprendre à partir du fait que voilà, la Boétie va opposer liberté et servitude. Il va opposer aussi héroïsme et médiocrité. Et il est extrêmement révolté par tout ça. Donc l'antithèse. L'antithèse, c'est quoi? C'est facile, l'antithèse. C'est une figure qui rapproche deux termes contraires pour souligner leur opposition. Donc c'est exactement ce que j'expliquais il y a 2 secondes. Hein. La Boétie oppose le fait d'obéir et de ramper, hein, ou encore l'état d'être gouverné à celui d'être un homme tyrannisé. Et plus loin dans son texte, d'ailleurs, il va comparer la force héroïque des figures mythologiques comme Hercule et Samson à la médiocrité des tyrans, hein, avec vil et efféminé. Il est tout le temps dans un jeu d'antithèse, de paradoxe, parce que c'est paradoxal que des êtres humains se laissent tyranniser par un seul homme, qui en plus est complètement ridicule, hein. Là encore, il y a un petit peu une exagération dans la façon de le désigner, puisqu'ils disent le plus vil, le plus efféminé. J'avais déjà expliqué en cours le mot vil, l'adjectif vil. Quelqu'un qui est vil, c'est quelqu'un qui a une bassesse morale, qui vaut rien du tout. Et efféminé, ça veut dire qu'il manque de courage. Donc, comment ça se fait que des millions d'hommes puissent se laisser tyranniser par un type qui finalement ne vaut pas grand-chose, quoi, hein?
Donc on a vraiment un contraste ici, hein, qui fait que, voilà, la Boétie souligne que la liberté, qui est une norme naturelle pour l'homme, eh bien, elle n'existe plus. Et cette absence de liberté, c'est carrément une monstruosité, quelque chose de pas concevable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe, mais quand on dit que c'est quelque chose qui n'est pas concevable, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc vous voyez, hein, tout ça, comment ça fonctionne, grâce à la question rhétorique du début qui provoque l'indignation du lecteur. En fait, c'est ce qu'il cherche à faire. Il montre son indignation, il essaie de provoquer celle de son lecteur. On a des hyperboles, des accumulations, une gradation. Tout ça, ça va dramatiser l'ampleur du phénomène pour bien nous mettre sous les yeux que cette absence de liberté est intolérable, hein, et que c'est quelque chose d'absurde et c'est quelque chose qu'il faut pas laisser faire. Donc la Boétie fait de la liberté un terme central de son texte et elle est présentée comme une condition humaine, naturelle et universelle dont la perte constitue un immense scandale. Alors, vous voyez, l'analyse du texte, évidemment, pour moi c'est facile, c'est mon métier. Et vous allez peut-être vous dire, comment je peux arriver à faire tout ça ? En vérité, vous pouvez arriver à faire tout ça. Ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la pratique régulière. C'est pour ça que je vous conseille d'apprendre par cœur certaines analyses, à condition de les comprendre, hein, d'où l'existence de cet audio. Mais si vous apprenez des analyses par cœur, vous allez mémoriser des types de phrases, des manières de penser. Les auteurs d'avant apprenaient beaucoup par cœur. Les grands auteurs apprenaient d'autres grands auteurs par cœur. Et c'est ça aussi qui leur permettait de bien écrire, de bien parler, hein. Si on veut bien écrire et bien parler, il n'y a pas de secret, il faut apprendre des choses. En plus, quand vous apprenez par cœur les explications, ça va vraiment beaucoup vous aider pour l'oral du bac et l'écrit du baccalauréat. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un travail difficile, qui est très difficile en début d'année, qui demande beaucoup d'efforts, mais plus le temps passe, plus ça va devenir assez faisable, assez facile. Je vous cache pas que c'est pas non plus un truc hyper facile, hein, c'est pas Choupi ou Petit ours brun, hein, notre programme. Donc on a des textes qui sont difficiles, celui-là il est particulièrement difficile. Le menteur de Corneille, il est pas si difficile que ça. Les autres textes du programme ne sont pas si difficiles que ça. Balzac, c'est pas difficile. C'est pas vraiment difficile à comprendre, mais c'est très long à lire. Enfin voilà, chaque texte a ses particularités. Celui-ci, il est court, mais il est difficile. Donc je ne peux que vous inciter à écouter plein de fois cet audio. Et puis voilà, bon travail à vous, bon courage.